Plus tard, John Rainbird songea que les choses n'auraient pu mieux se passer s'ils avaient tout organisé eux-mêmes. Et si tous ces psychologues bidons avaient valu un coup de cidre, ils l'auraient organisé. Mais de la manière dont tout se déroula, ce ne fut que l'aboutissement heureux de la panne qui lui permit finalement de glisser son scie sous un coin de l'acier psychologique qui blindait Charlie McGee. La chance et sa propre intuition, son inspiration. Il pénétra dans l'appartement de Charlie à 3h30, juste au moment où l'orage dehors éclatait. Il poussait devant lui un chariot assez semblable à ceux qu'utilisent les femmes de chambre de la plupart des hôtels et motels d'une chambre à l'autre. Des draps propres, des têtes d'oreiller, de l'encaustique pour les meubles, un shampoing pour les taches, un seau et une serpillière, accrochés à une extrémité du chariot, un aspirateur. Charlie était assise par terre, devant le canapé, avec pour tout vêtement un collant bleu vif, ses longues jambes croisées dans la position du lotus. Souvent, elle s'asseyait ainsi. Un observateur ignorant aurait pu penser qu'elle était défoncée, mais Rainbird savait. Bien qu'elle fût toujours sous médication, les doses qu'on lui administrait étaient à peine plus qu'un placebo. Tous les psychologues, déçus, s'accordaient à penser qu'elle était sincère quand elle affirmait vouloir ne jamais plus provoquer d'incendie. À l'origine, les drogues étaient destinées à l'empêcher de mettre le feu pour tenter de s'échapper, mais désormais il semblait certain qu'elle ne ferait pas plus cela qu'autre chose. « Salut la môme !» dit Rainbird en décrochant l'aspirateur. Elle le regarda sans répondre. Il brancha l'appareil, et lorsqu'il le mit en route, elle se leva avec grâce et se rendit dans la salle de bain. Elle ferma la porte. Rainbird dépoussiérait la moquette. Il n'avait aucun plan en tête. Ce qu'il fallait, c'était rechercher des petits indices, des signes, les repérer et les suivre. Il conservait à la fillette une admiration sans mélange. Son père tournait au gros tas apathique, et les psychologues, dans leur jargon, parlaient de choc de dépendance, de perte d'identité, de fugue mentale et de légère dysfonction de la réalité. Mais tout cela revenait à dire qu'il avait abandonné et qu'on pouvait le rayer de l'équation. Pas à la fillette, simplement elle s'était cachée. Et jamais Rainbird ne se sentait autant indien que lorsqu'il se trouvait en compagnie de Charlie McGee. Il passait l'aspirateur et attendait qu'elle sorte, peut-être. Elle quittait plus volontiers la salle de bain ces temps derniers, pensait-il. Au début, elle y demeurait, toujours cachée jusqu'à son départ. Maintenant, elle sortait parfois et le regardait. Peut-être sortirait-elle aujourd'hui, peut-être pas. Il attendrait et attendrait des signes. Charlie s'assit dans la salle de bain, porte fermée. Elle l'aurait verrouillée si elle avait pu. Avant que le factotum entre pour nettoyer, elle faisait des exercices simples découverts dans un livre. L'homme de ménage venait de faire le ménage. Le siège des toilettes se glaça sous elle. La lumière blanche émanant des tubes fluorescents placés tout autour du miroir rendait tout froid et trop brillant. Au début, elle avait eu une compagne qui demeurait avec elle, une femme de 45 ans environ. Elle était censée se montrer maternelle, mais la compagne maternelle avait des yeux verts et durs d'un vert marqué de petites taches semblables à de la glace. C'étaient les gens qui avaient tué sa vraie mère. Maintenant, ils voulaient qu'elle vive là, avec la compagne maternelle. Ils avaient souri, puis Charlie n'avait plus parlé, plus un mot, jusqu'à ce que la compagne maternelle s'en aille, elle et ses yeux verts glacés. Elle avait passé un marché avec ce Hochstetter. Elle répondrait à ses questions, et aux siennes uniquement, s'il la débarrassait de cette compagne maternelle. La seule compagnie qu'elle souhaitait était celle de son père, et si elle ne pouvait l'obtenir, elle n'en aurait aucune. À de nombreux égards, ces 5 derniers mois, on lui avait dit que cela faisait 5 mois, ça ne correspondait à rien, lui avait paru un rêve. Rien pour évaluer le temps qui s'écoulait, des visages passaient et disparaissaient, sans laisser de souvenirs, aussi désincarnés que des ballons, et la nourriture n'avait aucun goût particulier. Parfois, elle se faisait l'effet d'être un ballon, elle aussi, comme si elle flottait. Mais d'une certaine manière, son esprit lui disait, avec une parfaite certitude, que c'était juste. Elle était une criminelle. Elle avait péché contre le premier des 10 commandements et était certainement vouée à l'enfer. Elle y pensait la nuit, lorsque les lumières baissaient à un point tel que l'appartement même paraissait un rêve. Elle voyait tous les hommes sur le seuil, couronnés de flammes, les voitures qui explosaient, les poulets qui prenaient feu, l'odeur de brûlé qui était toujours celle de la bourre incandescente, l'odeur de son nounours. Et elle avait aimé ça. C'était ça le problème. Plus elle l'avait fait, et plus elle avait aimé le faire. Plus elle l'avait fait, et plus elle avait pu ressentir le pouvoir, comme une chose vivante dont la force augmentait sans cesse. Comme une pyramide à l'envers, posée sur sa pointe. Plus on le faisait, plus il était difficile de l'arrêter. C'était douloureux de l'arrêter. Mais c'était amusant. Et elle ne le referait donc plus. Elle mourrait ici, plutôt que le recommencer. Peut-être même voulait-elle mourir ici,
L'idée de mourir dans un rêve n'avait rien d'effrayant. Les seuls visages à conserver un peu de matière étaient ceux d'Hochstetter et de ce bonhomme qui venait faire le ménage tous les jours. Une fois, Charlie lui avait demandé pourquoi il fallait qu'il vienne tous les jours, puisqu'elle ne salissait pas. John, c'était son nom, avait sorti un vieux bloc de sa poche revolver et un stylo à billes bon marché de sa poche de poitrine. Il avait dit « C'est mon boulot, môme », et avait écrit sur le papier « Parce que c'est des emmerdeurs, c'est tout ». Elle avait failli pouffer, mais s'était arrêtée à temps en pensant aux hommes aux couronnes de feu, aux hommes qui sentaient comme des nounours en train de brûler. Il aurait été dangereux de pouffer. Aussi feignit-elle simplement de ne pas avoir lu le billet ou de ne pas l'avoir compris. Le visage de l'homme était une vraie catastrophe. Il portait un bandeau sur l'œil. Elle était désolée pour lui et faillit lui demander une fois comment c'était arrivé. Un accident de voiture ou autre chose, mais cela aurait été encore plus dangereux que de pouffer à la lecture de son billet. Elle n'aurait pu dire pourquoi, pourtant elle le ressentait dans tout son être. Son visage était horrible, mais assez sympathique, et pas pire que le visage de Chucky Herberhardt à Harrison. Alors que Chucky avait 3 ans, sa mère avait fait frire des pommes de terre, et Chucky s'était renversé l'huile bouillante dessus et avait failli en mourir. Après cela, les autres gamins l'appelaient parfois Chucky le steak ou Chucky Frankenstein, et Chucky pleurait. C'était méchant. Les autres gosses ne paraissaient pas comprendre que cela pouvait arriver à n'importe qui. Quand on a 3 ans, on n'est pas bien futé. Le visage de John était tout déchiré, mais cela ne lui faisait pas peur. C'était le visage de Hochstetter qui lui faisait peur, bien qu'il n'eût rien de remarquable, sauf les yeux. Des yeux encore pires que ceux de la compagne maternelle. Il s'en servait toujours pour fouiner en vous. Hochstetter voulait même qu'elle allume des feux, sans cesse il le lui demandait. Il l'emmenait dans une pièce où se trouvaient des petits bouts de journal froissé et parfois une petite soucoupe de verre avec du pétrole dedans, ou parfois autre chose. Mais à travers toutes les questions, toute la fausse sympathie, on en revenait toujours au même point. « Charlie, allume ça !» Hochstetter lui faisait peur. Elle sentait qu'il détenait toutes sortes de choses qu'il pouvait utiliser contre elle pour lui faire allumer des feux. Mais elle ne voulait pas, sauf qu'elle avait peur de flancher. Hochstetter ferait n'importe quoi, il ne jouait pas franc jeu. Et une nuit, elle rêva qu'elle avait mis le feu à Hochstetter, et elle se réveilla avec les mains enfoncées dans sa bouche pour retenir un cri. Un jour, pour retarder l'inévitable requête, elle lui avait demandé quand elle pourrait revoir son père. Elle y avait beaucoup pensé, mais n'avait pas formulé la question parce qu'elle connaissait la réponse. Ce jour-là, elle s'était sentie particulièrement lasse et déprimée, et cela lui avait échappé. « Charlie, je crois que tu connais la réponse à cette question » avait dit Hochstetter. Dans la pièce étroite, il désignait la table sur laquelle se trouvait un petit plateau rempli d'un tas de petits copeaux. « Si tu allumes ça, je t'emmène tout de suite à ton père. Dans 2 minutes, tu peux être avec lui. » Sous ses yeux froids et scrutateurs, la bouche de Hochstetter avait grimacé un sourire qui se voulait amical. « Alors, qu'est-ce que t'en dis ?»« Donnez-moi une allumette, » avait dit Charlie, les larmes aux yeux, « et je l'allumerai. »« Tu peux l'allumer rien qu'en y pensant, tu le sais bien, » avait dit Hochstetter. « Non, je ne peux pas. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas. C'est mal. » Hochstetter l'avait regardé tristement, son sourire amical évanoui. « Charlie, pourquoi te torturer ainsi ? Tu ne veux pas retrouver ton papa ? Il te réclame. Il m'a dit de te dire qu'il allait bien, au fait. » Et là, elle avait pleuré, fort et longtemps, car elle voulait le voir. Il ne s'était pas passé une seule minute d'un seul jour sans qu'elle pense à lui, sans qu'il lui manque, sans qu'elle ait envie de sentir ses bras solides autour d'elle. Hochstetter l'avait regardé pleurer, sans que son visage témoigne la moindre sympathie. On y voyait cependant un calcul froid, comme elle le détestait. Il y avait 3 semaines de cela. Depuis lors, obstinément, elle n'avait pas parlé d'Andy, bien que Hochstetter eût sans cesse agité le grelot, lui racontant que son père était triste, que son père disait qu'il n'y avait pas de mal à allumer des feux, et pire, que son père avait dit à Hochstetter que Charlie ne l'aimait plus. Elle contempla son visage pâle dans le miroir de la salle de bain et écouta le ronronnement continu de l'aspirateur de John. Après cela, il changerait sa literie. Ensuite, il ferait la poussière, et puis il s'en irait. Soudain, elle ne voulut pas qu'il parte, elle voulait l'écouter parler. Au début, elle était toujours allée dans la salle de bain pour y demeurer jusqu'à son départ. Et une fois, il avait éteint son aspirateur et frappé à la porte, demandant d'une voix inquiète « Hé, la môme, ça va ? T'es pas malade, hein ?» Sa voix était si gentille, et c'était si rare par ici la gentillesse, la simple gentillesse, qu'elle avait dû faire un effort pour conserver un ton calme et froid, parce que, de nouveau, les larmes menaçaient. « Oui, je vais bien. » Elle attendit, se demandant s'il tenterait d'aller plus loin, d'essayer de pénétrer dans son esprit comme les autres, mais il était simplement retourné à son aspirateur.
En un certain sens, elle avait été déçue. Une autre fois, il était en train de laver par terre, et lorsqu'elle était sortie de la salle de bain, il avait dit sans lever les yeux « Fais attention, c'est mouillé la môme. Va pas te casser un bras. » C'est tout. Mais cette fois encore, elle avait failli en pleurer. C'était de l'intérêt, simple et direct, naturel. Et puis, ces derniers temps, elle était sortie de plus en plus souvent de la salle de bain pour le regarder faire. Pour le regarder faire et pour l'écouter. Parfois, il lui posait des questions, mais jamais menaçantes. Malgré cela, la plupart du temps, elle ne répondait pas, juste pour le principe. Cela n'arrêtait pas John. Il continuait quand même à lui parler. Il parlait de ses scores au bowling, de son chien, de sa télé en panne et du fait que ça prendrait une quinzaine de jours avant qu'elle soit réparée parce qu'il demandait si cher pour ses tout petits tubes. Elle pensait qu'il était seul. Avec un visage pareil, il n'avait probablement ni femme ni qui que ce soit. Elle aimait l'écouter parce que ça faisait comme un tunnel secret sur l'extérieur. Il avait la voix basse, musicale, nonchalante parfois, mais jamais tranchante ou curieuse comme celle de Hochstetter. Il semblait ne pas attendre de réponse. Elle quitta le siège des toilettes et s'assit par terre, et c'est alors que les lumières s'éteignirent. Elle resta là, surprise, une main sur la poignée de la porte, la tête penchée. Immédiatement, elle pensa que c'était une sorte de truc. Elle entendit le ronronnement de l'aspirateur de John qui mourait, puis John qui disait « Bon, qu'est-ce que c'est, nom de Dieu !» Puis la lumière était revenue. Mais Charlie ne sortit pas. L'aspirateur se remit en marche. Des pas approchèrent de la porte et John demanda « La lumière s'est éteinte un instant là-dedans aussi ?»« Oui, » répondit Charlie. « Oh, ça doit être l'orage alors, je crois. »« Quel orage ?» demanda la fillette. « On aurait dit qu'il allait faire de l'orage quand je suis venu travailler. Des gros nuages orageux. » On aurait dit qu'il allait faire de l'orage dehors. Elle aurait bien voulu sortir pour voir les nuages d'orage, sentir cette drôle d'odeur qu'avait l'air avant un orage d'été. Une odeur humide, une odeur de pluie. Tout avait l'air... Les lumières s'éteignirent de nouveau. Obscurité totale. Son seul lien avec le monde était sa main posée sur la poignée chromée. De sa langue, elle commença à tapoter pensivement sa lèvre supérieure. « La môme ?» Elle ne répondit pas. « Un truc ? L'orage, avait-il dit. Et elle le croyait. Elle croyait, John. C'était surprenant et effrayant de constater qu'elle croyait ce que quelqu'un lui disait, après tout ce temps. « La môme ?» Encore lui. Et cette fois, il paraissait effrayé. Sa propre peur du noir, qui n'avait fait que l'effleurer, en fut sublimée. « John, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ouvrit la porte et tâtonna devant elle, mais ne sortit pas encore. Elle avait peur de buter dans l'aspirateur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On sentait maintenant un peu de panique dans sa voix, ce qui l'effraya. « Et les lumières ?»« Éteintes ?» dit-elle. « Vous avez dit que c'était l'orage. »« Oh, je ne peux pas supporter le noir, dit-il. » Il y avait de la terreur dans sa voix et une sorte de manière grotesque de s'excuser. « Tu comprends pas, je peux pas, il faut que je sorte !» Elle l'entendit soudain foncer à l'aveuglette à travers la salle de séjour, puis perçut un bruit sourd et effrayant alors qu'il tombait sur quelque chose. La table basse, vraisemblablement. Il poussa un cri lamentable et cela accrut la peur de Charlie. « John, John, ça va ?»« Il faut que je sorte !» hurla-t-il. « Dis-leur de me laisser sortir, môme !»« Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda la fillette. Pas de réponse pendant un bref instant. Puis elle perçut un bruit faible, étouffé, et elle comprit qu'il pleurait. « Aide-moi !» dit-il. Et Charlie restait sur le seuil de la salle de bain, essayant de prendre une décision. Une partie de sa peur s'était déjà changée en sympathie, mais une autre, dure et vive, continuait à poser des questions. « Au secours, quelqu'un ! Au secours !» souffla-t-il, d'une voix si basse qu'on aurait cru qu'il n'espérait attirer l'attention de personne. C'est cela qui la décida. Lentement, elle commença à chercher son chemin à tâtons dans la pièce, se dirigeant vers lui, les mains en avant. Rainbird l'entendit venir et ne put réprimer un sourire dans l'obscurité. Un sourire dur, dépourvu de sentiment, qu'il masqua de la paume de sa main, de crainte que le courant ne revienne à cet instant précis. « John ?» Il prit une voix angoissée derrière son sourire. « Je suis désolé, môme. Je ne peux pas, c'est l'obscurité. Je peux pas supporter le noir. C'est comme l'endroit où ils m'ont mis quand ils m'ont fait prisonnier. »« Qui ça, ils ?»« Les Viettes. » Elle était plus proche maintenant. Le sourire disparut de son visage, tandis qu'il essayait de se glisser dans la peau du personnage. « Tu as peur. Tu as peur parce que les Viettes t'ont fourré dans un trou dans le sol après qu'une de leurs mines t'a arraché la moitié de la figure, et ils t'ont gardé là, et maintenant tu as besoin d'un ami. » En un certain sens, le rôle était naturel.
Tout ce qu'il devait lui faire croire, c'était que l'excitation provoquée en lui par cette occasion inespérée était une frousse terrible. Et bien sûr qu'il avait la frousse de laisser passer sa chance. À côté de ça, le coup de fusil du haut de l'arbre avec l'ampoule d'Orazine paraissait un jeu d'enfant. Ses intuitions étaient exactes, un flot de transpiration nerveuse l'inondait. « Qui c'est, les Viettes ?» demanda-t-elle, toute proche maintenant. La main de Charlie effleura son visage et il la saisit. Nerveusement, elle chercha sa respiration. « n'aie pas peur, dit-il. C'est seulement... Vous... ça fait mal, vous me faites mal. » C'était exactement le ton. Elle aussi avait peur du noir et peur de lui, mais elle s'inquiétait pour lui également. Il fallait lui faire croire que c'était un homme en train de se noyer, qu'il l'avait agrippé. « Oh, excuse-moi, môme !» Il relâcha son étreinte, mais ne la libéra pas. « Est-ce que tu peux simplement t'asseoir, là, à côté de moi ?»« Oui, bien sûr, » répondit-elle. Elle s'assit et il sursauta au bruit de son corps sur le sol. Dehors, au loin, quelqu'un cria quelque chose à quelqu'un d'autre. « Laissez-nous sortir !» cria aussitôt Rainbird. « Laissez-nous sortir. Vous, là-bas, faites-nous sortir !»« Arrêtez !» dit Charlie, inquiète. « Ça va, je veux dire, nous ne risquons rien, hein ?» L'esprit de Rainbird, cette machine parfaitement affûtée, cliquetait à toute vitesse, écrivait le scénario, avec toujours 3 ou 4 lignes d'avance, assez pour être tranquille, pas trop pour ne pas détruire toute spontanéité. Surtout, il aurait voulu savoir de combien de temps il disposait, combien de temps s'écoulerait avant que la lumière revienne. Il devait se garder de trop d'illusions, de trop d'espoir. Il avait glissé son ciseau sous un coin du coffre, le reste serait un bonus. « Oui, je crois que ça va, dit-il. C'est le noir, c'est tout. Je n'ai même pas une putain d'allumette. Oh, excuse-moi, môme, ça m'a échappé. »« Ça ne fait rien, dit Charlie. Mon papa dit ça aussi des fois. Un jour, il réparait mon chariot dans le garage et il s'est tapé sur les doigts avec le marteau et il l'a dit 5 ou 6 fois. Et d'autres mots aussi. » C'était là, et de loin, le plus long discours qu'elle eût prononcé en présence de Rainbird. « Est-ce qu'ils vont bientôt nous faire sortir ?»« Ils ne peuvent pas, tant que le courant n'est pas revenu, dit-il d'un air malheureux, mais se réjouissant intérieurement. Ces portes, môme, elles ont des serrures électriques. Elles sont faites pour se bloquer quand il n'y a plus de courant. Ils t'ont mise dans une cellule, môme. Ça a l'air d'un joli petit appartement, mais tu pourrais aussi bien être en prison. »« Je sais, répondit-elle tranquillement. Il lui tenait toujours fermement la main, mais elle semblait moins s'en soucier maintenant. « Mais vous ne devriez quand même pas dire ça. Je crois qu'ils écoutent. »« Ils, » pensa Rainbird, envahi par une joie triomphante. Il était à peu près sûr de ne pas avoir ressenti une émotion aussi intense depuis 10 ans. « Ils. » Elle a dit « ils ». Il sentit son ciseau s'enfoncer davantage dans le coin du coffre qu'était Charlie McGee, et involontairement, il lui serra de nouveau le bras. « Ouille !»« Oh, excuse-moi, môme, dit-il en la lâchant. Je sais bien qu'ils écoutent, mais ils écoutent pas maintenant avec le courant coupé. Oh, môme, j'aime pas ça, faut que je sorte d'ici. » Et il se mit à trembler. « Et qui sont les Viettes ?» redemanda-t-elle. « Tu ne sais pas ? Oh, tu es trop jeune, je crois. C'était la guerre, môme, la guerre au Vietnam. Et les Viettes, c'était les mauvais, les méchants, avec des pyjamas noirs dans la jungle. T'as entendu parler de la guerre du Vietnam, non ? » Elle en avait entendu parler, oui, vaguement. « On était en patrouille et on est tombé dans une embuscade, dit-il. » Ceci au moins était la vérité, mais à ce point du récit, John Rainbird et la vérité prirent 2 routes différentes. Inutile de l'embrouiller en insistant sur le fait qu'ils étaient tous raides, la plupart des gars allumés au rouge cambodgien et leur lieutenant, frais émoulu de West Point, propulsé aux limites de la folie par les boutons de payolt qu'il mâchait toujours en patrouille. Une fois, Rainbird avait vu ce lieutenant abattre une femme enceinte avec sa carabine semi-automatique. Il avait vu le fœtus de 6 mois arraché de son corps et mis en pièces. C'était, leur dit plus tard le lieutenant, ce qu'on appelait l'avortement West Point. Donc, ils rentraient à leur base, et ils étaient effectivement tombés dans une embuscade, sauf qu'elle avait été tendue par les copains, encore plus givrés qu'eux, et 4 types avaient été bousillés. Rainbird ne voyait pas l'utilité de raconter tout ça à Charlie, ni de lui dire que cette mine Claymore, qui lui avait pulvérisé la moitié du visage, sortait d'une usine du Marineland. « On a été 6 à s'en tirer, et on a couru, reprit-il. On a couru à travers la jungle, et je crois que je suis parti du mauvais côté. Le mauvais côté, le bon côté. Dans cette guerre dingue, on ne savait pas quel côté était le bon, parce qu'il n'y avait pas de vraie ligne. J'ai été séparé du reste de mes potes. J'essayais de repérer quelque chose de familier quand je suis tombé sur un champ de mine.
et voilà ce qui est arrivé à mon visage. »« Je suis vraiment désolé, » dit Charlie. « Quand je me suis réveillé, il me tenait, » dit Rainbird, en route maintenant pour le pays de l'absolue fiction. En fait, il s'était retrouvé dans un hôpital militaire de Saïgon avec une perfusion dans le bras. Ils ne voulaient pas me soigner, rien, avant que je réponde à leurs questions. Tout doux maintenant. S'il y allait prudemment, ça marcherait. Il le sentait. Sa voix se fit plus forte, désorientée et amère. Des questions, toujours des questions. Il voulait connaître nos mouvements de troupes, le ravitaillement, déploiement d'infanterie légère et tout. Il n'arrêtait pas, toujours après moi. Oui, dit Charlie avec ferveur, et le cœur de Rainbird s'emplit de joie. Je leur répétais sans arrêt que je ne savais rien, que je ne pouvais rien leur dire, que j'étais qu'un pouilleux de bidasse, juste un numéro avec un sac sur le dos, mais ils ne me croyaient pas. Mon visage, cette douleur, je me suis mis à genoux, j'ai supplié qu'on me donne de la morphine, après qu'ils ont dit, quand j'aurais parlé, j'aurais de la morphine. On pourrait me soigner dans un bon hôpital, quand j'aurais parlé. C'était Charlie maintenant qui serrait plus fort la main de Rainbird. Elle pensait aux yeux gris et froids de Hochstetter fixant le plateau d'acier rempli de copeaux bouclés. « Je crois que tu connais la réponse. Si tu allumes ça, je t'emmène tout de suite voir ton père. Tu peux être avec lui dans 2 minutes. » Son cœur était du côté de cet homme, au visage tellement abîmé, du côté de cet adulte qui avait peur du noir. Elle pouvait comprendre ce qu'il avait enduré, se dit-elle. Elle connaissait sa souffrance. Et dans l'obscurité, elle se mit à pleurer silencieusement sur lui, et en un sens à pleurer aussi sur elle. Toutes ces larmes qu'elle n'avait pas versées pendant ces 5 derniers mois. Des larmes de souffrance et de colère pour John Rainbird, pour son père, sa mère, pour elle. Des larmes brûlantes, des larmes qui faisaient mal. Les larmes n'étaient pas assez silencieuses pour échapper aux oreilles de Rainbird, sensibles comme des radars. Il dut réprimer un nouveau sourire. Oh oui, le ciseau était bien planté. Des cases difficiles et des cases faciles, mais pas de cases impossibles. « Ils ont jamais voulu me croire, reprit-il. Finalement, ils m'ont jeté dans un trou dans le sol où il faisait toujours noir. Il y avait une pièce, on pourrait appeler ça, avec des racines qui sortaient des murs. Et des fois, on y voyait un petit peu de soleil à 3 mètres au-dessus. Ils venaient, c'était leur chef, je crois, et ils me demandaient si j'allais enfin parler. Ils disaient que je devenais tout blanc là-dedans, comme un poisson, que mon visage s'infectait, que la gangrène s'y mettrait, et puis que ça allait gagner mon cerveau et le pourrir et me rendre fou et que j'en mourrais. Il me demandait si ça me plairait de sortir du noir et de revoir le soleil, et je l'implorais, je le suppliais. Je jurais sur la tête de ma mère que je ne savais rien, et il riait, et il remettait les planches en place, et il les recouvrait de terre. J'étais comme enterré vivant, le noir, comme ce... Il émit un bruit étouffé de gorge, et Charlie lui serra davantage la main pour lui montrer qu'elle était avec lui. Il y avait la pièce, et il y avait un petit tunnel de 2 mètres de long environ. Il fallait que j'aille au bout du tunnel pour... tu vois. Et l'air puait, et je pensais sans arrêt que j'allais étouffer là, dans le noir, que j'allais étouffer dans l'odeur de ma... Il gémit. « Excuse-moi, c'est pas des choses à raconter à une môme. »« Oh, ça va, si ça vous fait du bien, moi ça va. » Il réfléchit et décida d'aller un tout petit peu plus loin. « Je suis resté là 5 mois avant qu'il m'échange. »« Et qu'est-ce que vous mangiez ?» demanda Charlie. Il me jetait du riz pourri, et des fois des araignées. Des araignées vivantes, hein, des grosses. Des araignées d'arbres, je crois. Je les chassais dans le noir. Enfin, tu vois, je les tuais et je les mangeais. « Oh, dur !» fit-elle. « Oui, ils avaient fait de moi un animal, dit-il. Puis il demeura un moment, respirant bruyamment. « Tu es mieux traité que moi, môme, mais ça revient à peu près au même. Un rat pris au piège. Tu crois qu'ils vont rétablir bientôt la lumière ?» Elle resta un long moment silencieuse, et il eut sacrément peur d'être allé trop loin. Puis Charlie dit « Mais ça ne fait rien, on est ensemble. »« D'accord, dit-il. Puis il ajouta d'un trait. « Tu vas pas leur dire, hein ? Ils me vireraient pour avoir dit ça. J'ai besoin de ce boulot. Quand on a la tête que j'ai, on a besoin d'un bon boulot. »« Non, non, je ne dirai rien. » Il sentit que le ciseau attaquait doucement la couche suivante. Maintenant, il partageait un secret. Il la tenait entre ses mains. Il se demanda dans le noir quel effet cela ferait de lui serrer le cou de ses mains. C'était là l'objectif final, bien sûr, pas leur test stupide et leur jeu d'enfant. Elle, et peut-être lui ensuite. Peut-être pourrait-il tomber amoureux d'elle. Le moment viendrait où il faudrait qu'il la fasse passer de l'autre côté, sans cesser de la regarder dans les yeux.
Et alors, si ses yeux lui donnaient le signe qu'il cherchait depuis si longtemps, peut-être la suivrait-il. Peut-être entreraient-ils ensemble dans les véritables ténèbres. Dehors, au-delà des portes closes, allaient et venaient des tourbillons de confusion, parfois tout proches, parfois lointains. Rainbird se cracha mentalement dans les mains et se remit au travail sur elle. Andy ne se doutait pas du tout qu'il n'était pas venu le faire sortir, simplement parce que la panne de courant avait automatiquement bloqué les portes. Il demeura là, assis, à demi évanoui de panique, pendant une durée indéterminée, certain que tout brûlait, croyant sentir la fumée. Dehors, l'orage s'était dissipé, et un soleil de fin d'après-midi descendait en oblique vers le crépuscule. Soudain, le visage de Charlie lui apparut, aussi nettement que si elle était en face de lui. Elle est en danger, Charlie est en danger. Une de ses prémonitions, la première depuis leurs derniers jours passés à Tâche-Mort. Il pensait avoir perdu cette faculté en même temps que la poussée, mais ce n'était apparemment pas le cas, car jamais il n'avait ressenti un pressentiment aussi clair que celui-ci, pas même le jour de la mort de Vicky. Cela signifiait-il que la poussée demeurait également, pas du tout évanouie, mais simplement cachée? Charlie est en danger. Mais quelle sorte de danger? Il ne savait pas. Mais la pensée, la peur, avaient fait surgir son visage très clairement devant lui, se détachant sur cette obscurité dans tous ses détails. Et l'image de son visage, ses grands yeux bleus et ses jolis cheveux blonds bien coiffés, apportaient avec eux un sentiment de culpabilité. Sauf que culpabilité était un mot trop faible. C'était quelque chose comme de l'horreur qu'il ressentait. Il avait fait une crise de panique depuis l'extinction des Lumières, et la panique n'avait concerné que lui, totalement. Il ne lui était même jamais venu à l'idée que Charlie devait aussi se trouver dans le noir. Non, ils vont venir et la faire sortir. Ils sont probablement venus la faire sortir il y a déjà longtemps. C'est Charlie qu'ils veulent, c'est Charlie qui compte. Cela tenait debout, mais il pressentait néanmoins avec une étouffante certitude que quelque terrible danger la menaçait. La crainte qu'il éprouvait pour elle eut pour effet de chasser sa propre panique, et tout au moins de la rendre plus maîtrisable. De nouveau, son esprit se tournait vers l'extérieur et se faisait plus objectif. Il prit tout d'abord conscience d'être assis, là, au milieu d'une flaque de limonade, son pantalon humide et poisseux, ce qui lui fit émettre un petit bruit de dégoût. Le mouvement, c'est le remède à la peur. Il se mit à genoux, tâtonna à la recherche de la boîte renversée de Canada Dry et lui donna un coup qui l'envoya bouler en tintant sur le carrelage. Il en sortit une autre du réfrigérateur. Il avait toujours la bouche sèche. Il arracha la languette de métal, la glissa dans l'ouverture triangulaire, puis se mit à boire. La languette faillit lui tomber dans la bouche, et il la recracha distraitement, sans même penser qu'à peine un instant plus tôt, ce seul incident eût été suffisant pour déclencher un bon quart d'heure de peur et de tremblement. Il se mit à chercher son chemin pour sortir de la cuisine, faisant glisser sa main libre le long du mur. L'étage était maintenant tout à fait silencieux, et bien qu'il entendît de temps à autre une voix lointaine, on n'y sentait plus l'inquiétude ou la panique. Quant à l'odeur de fumée, rien d'autre qu'une pure hallucination. Peut-être l'air était-il quelque peu confiné du fait de l'arrêt des radiateurs au moment de la coupure de courant, mais c'était tout. Au lieu de traverser la salle de séjour, Andy tourna à gauche et entra à quatre pattes dans sa chambre. Avec précaution, il rejoignit son lit, posa sa boîte de limonade sur la table de nuit, puis se déshabilla. 10 minutes plus tard, il avait passé des vêtements propres et se sentait beaucoup mieux. Il se rendit compte qu'il avait réussi tout cela sans grand mal, alors même que le franchissement de la salle de séjour, après l'extinction de la lumière, lui avait fait l'effet d'une traversée de champ de mine. Charlie, mais qu'est-ce qui arrive à Charlie? Ce n'était pas seulement le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais celui qu'un danger la menaçait. S'il parvenait à la voir, il pourrait lui demander ce que... Dans l'obscurité, il fit entendre un rire amer. Oui, bien sûr, et les poules auront des dents. Pourquoi pas, tant qu'il y était, souhaiter mettre la lune en boîte? Pourquoi pas? Un instant, ses pensées s'arrêtèrent totalement, puis revinrent, mais plus lentement et sans amertume. Autant souhaiter pouvoir insuffler davantage de confiance en eux, aux hommes d'affaires. Autant souhaiter faire maigrir les dames obèses par la pensée. Autant vouloir rendre aveugle l'un des idiots qui avait enlevé Charlie. Autant souhaiter le retour de la poussée. Ses mains s'activaient sur le couvre-lit, le tirant, le pétrissant, le tâtant. Un besoin presque inconscient de quelques données sensorielles constantes. Il était insensé d'espérer le retour de la poussée. Partie, la poussée. Il ne pouvait pas plus pousser pour entrer en contact avec Charlie que jouer dans l'équipe des Verts. C'est fini. Vraiment? Soudain, il n'en fut plus sûr. Une partie de lui-même, enfouie au fond de son être, venait-elle de décider qu'elle refusait sa décision consciente de s'engager sur la voie de la moindre résistance et de leur donner tout ce qu'il voulait?
Peut-être quelque partie bien enfouie de lui-même avait-elle décidé de ne pas renoncer. Il s'assit, tâtant le couvre-lit, passant et repassant ses mains dessus. Était-ce réel, ou l'expression d'un désir suscité par une prémonition impossible à confirmer? Peut-être cette prémonition était-elle autant un leurre que la fumée qu'il avait cru sentir? Pas moyen de vérifier la prémonition, et certainement personne dans le coin sur qui essayer la pousser. Il but sa limonade. Supposons que le talent soit effectivement revenu. Ce n'était pas la panacée, il le savait mieux que quiconque. Peut-être pouvait-il produire une bonne quantité de petites poussées, ou alors 3 ou 4 sévères, avant de s'écrouler. Peut-être parviendrait-il à atteindre Charlie, mais il n'aurait de toute façon pas la moindre chance de les tirer de là. Il ne réussirait qu'à se propulser dans sa tombe par le truchement d'une hémorragie cérébrale. En y pensant, ses doigts se portèrent automatiquement à son visage, sur l'emplacement des zones insensibles. Et puis il y avait le problème de la thorazine qu'il lui avait fait avaler. Le manque de drogue, le retard dans la dose qu'il devait recevoir au moment de la coupure de courant, avait largement contribué à sa panique, et il le savait. Mais maintenant qu'il se contrôlait mieux, il avait besoin de cette thorazine et du sentiment de bien-être qu'elle procurait. Au début, il l'avait sevré de thorazine, allant jusqu'à le priver 2 jours avant les tests. Cela s'était traduit par une nervosité constante et un sentiment de dépression comparable à ces épais nuages qui paraissent ne jamais devoir se dissiper. Et alors, contrairement à maintenant, il n'avait pas été capable de grand-chose. « Regarde le problème en face, t'es un camé » murmura-t-il. Il ignorait si c'était vrai ou pas. Il savait qu'il y avait des accoutumances physiques, à la nicotine par exemple, ou à l'héroïne, qui provoquaient des bouleversements physiques du système nerveux central. Et puis, il existait des accoutumances psychologiques. Un de ses collègues, Bill Wallace, devenait très très nerveux s'il n'avait pas ses 3 ou 4 Coca-Cola dans la journée. De même Kinsey, son vieux pote de fac, était un dingue de frites, mais il lui fallait une obscure marque de Nouvelle-Angleterre, Humpty Dumpty. Aucune autre ne faisait l'affaire, prétendait-il. Andy pensait qu'il s'agissait bien là d'accoutumances psychologiques. Il ignorait si son besoin maladif de cette pilule était physique ou psychologique. Il savait seulement que ce besoin était bien réel. Le simple fait d'être assis là et de penser à la pilule bleue dans sa soucoupe blanche lui donnait de nouveau la bouche cotonneuse. Désormais, il n'était plus privé de drogue pendant les 48 heures qui précédaient les tests, soit qu'ils aient acquis le sentiment qu'ils ne tiendraient pas aussi longtemps sans se mettre à hurler, soit que cela fasse partie des mécanismes des tests, il l'ignorait. Le résultat était un problème d'une simplicité cruelle, parfaitement insoluble. Il ne parvenait pas à pousser s'il était bourré de thorazine, et malgré cela, il n'avait simplement pas la volonté de la refuser. Et bien sûr, s'il le surprenait à refuser, cela leur ouvrirait des tas d'horizons nouveaux, non ? Quand il lui apporterait la pilule bleue dans sa soucoupe blanche, une fois tout cela terminé, il la prendrait. Et peu à peu, il retomberait dans cet état d'apathie dans lequel il se trouvait au moment de la coupure de courant. Tout cela n'était qu'un petit épisode d'épouvante. Bientôt, il recommencerait à regarder le club LAS et Clint Eastwood à la télé. Il retournerait un peu trop souvent picorer dans le frigo, toujours bien garni, et il reprendrait du poids. Charlie est en danger. Charlie a de très gros ennuis. Elle est prisonnière d'un monde de souffrance. Si c'était le cas, il n'y pouvait rien. Et même s'il y pouvait quelque chose, même s'il pouvait se débarrasser de son apathie et les sortir de là, et les poules auraient des dents, pourquoi pas ? Toute solution définitive concernant l'avenir de Charlie apparaîtrait aussi lointaine que jamais. Il s'allongea à nouveau sur son lit, bras et jambes écartés. Le petit coin de son esprit qui ne se souciait que de la thorazine continuait à réclamer inlassablement. Puisque le présent n'offrait aucune solution, il glissa dans le passé. Dans une sorte de cauchemar au ralenti, il se vit remonter la 3e avenue, grand type en veste de velours élimé, avec une petite fille en rouge et vert. Il vit Charlie, le visage pâle et tiré, ses joues ruisselant de larmes, après qu'elle eut récupéré la monnaie des cabines téléphoniques à l'aéroport. Elle avait pris les pièces et flanqué le feu au godillot d'un troufion. Son esprit remonta même plus loin, jusqu'au magasin de Port City en Pennsylvanie, et à Madame Gurney. Madame Gurney, triste et obèse, qui avait pénétré dans le bureau du régime miracle, vêtue d'un tailleur pantalon vert, fascinée par le slogan, une idée de Charlie, « Vous maigrirez ou nous réglons vos factures d'épicerie pendant 6 mois ». Madame Gurney, qui entre 1950 et 1957 avait donné 4 enfants à son camionneur de mari, 4 enfants maintenant grands que leur mère dégoûtait, et elle dégoûtait aussi son mari, et il fréquentait une autre femme, et elle comprenait parfaitement cela, car Stan Gurney, à 55 ans, était demeuré bel homme, plein de vie et viril, et elle avait lentement pris 170 livres au fil des ans, depuis que son avant-dernier était entré à l'université,
passant des 65 kilos qu'elle pesait à son mariage à 150 kilos tout rond. Elle était entrée, lisse, monstrueuse et désespérée dans son pantalon vert, son derrière aussi large qu'un bureau de PDG. Lorsqu'elle avait baissé la tête pour prendre son chéquier dans son sac, ses 3 mentons étaient passés à 6. Il lui avait fait suivre un cours avec 3 autres femmes obèses et prescrit des exercices et un léger régime qu'il avait trouvé à la bibliothèque publique. Il y avait aussi des discussions dynamiques baptisées consultations et de temps à autre il donnait une petite poussée d'intensité raisonnable. Madame Gurley était descendue à 140, puis à 130 kilos, avouant avec une terreur mêlée de joie qu'elle paraissait débarrassée du besoin de reprendre du même plat. Avant cela, elle avait toujours gardé dans son réfrigérateur de quoi composer des tas et des tas de sandwichs, sans parler des beignets dans la boîte à pain et des 2 ou 3 gâteaux au fromage au freezer, pour regarder la télé le soir. Mais maintenant, ça paraissait un peu idiot, mais elle oubliait qu'elle avait tout ça. Et elle, qui avait toujours entendu dire que lorsqu'on faisait un régime, on ne pensait qu'à toutes ces petites choses. Certes, quand elle s'était inscrite aux obèses anonymes, ça avait été une autre paire de manches. Ses 3 compagnes au sein du groupe avaient fait chorus. Andy s'était contenté de demeurer en retrait et de les observer, avec un sentiment absurdement paternel. Toutes les 4 étaient confondues et ravies par l'identité de leur réaction. Les exercices tonifiants, qui paraissaient si pénibles et ennuyeux avant, semblaient presque agréables maintenant. Et cette singulière envie de marcher. Toutes s'accordaient à dire que si elles n'avaient pas eu leur dose de marche à la fin de la journée, elles se sentaient en quelque sorte mal à l'aise, agitées. Madame Gurney avoua qu'elle avait pris pour habitude de descendre en ville à pied et d'en remonter de même tous les jours, et cela bien que ce trajet représente plus de 3 kilomètres. Avant, elle prenait toujours le bus, ce qui était tout à fait sensé puisque l'arrêt se trouvait juste devant chez elle. Mais la seule fois où elle l'avait pris, les muscles de ses cuisses la faisaient tellement souffrir. Elle s'était sentie si mal à l'aise, si agitée, qu'elle était descendue à l'arrêt suivant. Les autres approuvèrent, et tous louèrent Andy McGee de ses merveilles, muscles endoloris et le reste. Madame Gurney était tombée à 120 kilos à sa 3e séance de pesée. À la fin du cours de 6 semaines, elle en était à 110. Elle déclara que son mari n'en revenait pas, surtout après les échecs d'innombrables régimes et autres fantaisies. Il voulait qu'elle aille voir un médecin, il craignait qu'elle ne souffre d'un cancer. Il ne pensait pas qu'il fût possible de perdre 40 kilos en 6 semaines par des moyens naturels. Elle lui montra ses doigts, rouges et calleux à force de tirer l'aiguille pour reprendre ses vêtements, puis elle l'avait serré dans ses bras, manquant de lui casser les reins, et avait pleuré sur son épaule. En général, ses élèves revenaient, tout comme revenaient au moins une fois ses étudiants qui avaient le mieux réussi, certains pour le remercier, certains simplement pour étaler leur succès devant lui, pour dire en fait « Regardez donc, l'élève a dépassé le maître », ce qui n'était pas aussi rare qu'il semblait le croire, songeait parfois Andy. Mais Madame Gurney appartenait à la première catégorie. Elle était passée des tas de fois pour dire bonjour et merci, à peine une dizaine de jours avant qu'Andy commence à devenir nerveux et se sente observé à Port City. Avant la fin du mois, ils étaient partis pour New York. Madame Gurney était toujours grosse. On ne remarquait l'étonnante différence que si on l'avait vue avant, comme ses publicités avant et après dans les magazines. À son dernier passage, elle affichait encore 90 kilos, mais l'important ce n'était pas son poids exact, bien sûr. L'important c'est qu'elle perdait toujours du poids à la cadence régulière de 3 kilos par semaine, à 1 ou 2 livres en plus ou moins, et qu'elle continuerait plus lentement jusqu'à atteindre 70 kilos à une dizaine de livres près. Pas de décompression explosive, pas de persistance d'une horreur pour la nourriture, ce genre de truc qui mène parfois à l'anorexie. Andy voulait gagner de l'argent, mais il ne voulait tuer personne pour y parvenir. « On devrait vous reconnaître d'intérêt public pour ce que vous avez fait », déclara Madame Gurney, après avoir révélé à Andy qu'elle s'était rapprochée de ses enfants et que ses rapports avec son mari s'amélioraient. Andy avait souri et l'avait remercié, mais maintenant, étendu sur son lit dans l'obscurité, tout somnolent, il pensait que le vœu de la grosse femme s'était presque réalisé. On les avait reconnus d'intérêt public, Charlie et lui. Ce n'était pas mauvais, ce talent, mais quand il pouvait contribuer à aider une Madame Gurney... Il eut un léger sourire, et, en souriant, il s'endormit. Par la suite, il ne parvint jamais à se souvenir des détails du rêve. Il cherchait quelque chose. Dans un dédale de couloir, éclairé seulement par des lumières d'un rouge terne, il ouvrait des portes sur des pièces vides, puis les refermait. Certaines de ces pièces étaient jonchées de boulettes de papier froissées, et dans l'une des salles se voyait une table renversée et une gravure, dans le style de Vief, tombée du mur. Il eut l'impression de se trouver dans une espèce d'installation qu'on aurait fermée et abandonnée en toute hâte. Et cependant, il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait.
C'était... quoi donc? Une caisse? Un coffre? Quoi que ce fût, c'était terriblement lourd, et dessus, au pochoir, on avait peint en blanc une tête de mort et des tibias croisés, comme sur un flacon de mort au rat, tout en haut d'une étagère, dans une cave. Parfois, et malgré son poids, ça devait bien peser autant que madame Gurney, il arrivait à la soulever. Il sentait tous ses muscles, tous ses tendons se tendre et se durcir, mais sans que cela lui fît mal. Bien sûr que ça ne fait pas mal, se dit-il. Ça ne fait pas mal parce que c'est un rêve, mais tu vas le payer plus tard. Plus tard, ça va faire mal. Il sortit la caisse de la pièce où il l'avait trouvée. Il fallait qu'il la porte quelque part, mais il ne savait pas où. Tu le sauras quand tu y seras, lui murmurait son esprit. C'est ainsi qu'il transporta le coffre ou la caisse à travers d'interminables couloirs, montant et descendant, ses muscles endoloris par le poids, son cou raidi. Et bien qu'il n'eût pas mal aux muscles, il commençait à avoir la migraine. Le cerveau est un muscle, lui disait son esprit, et cela tournait à la litanie, comme une chansonnette d'enfant, comme une voix de fillette récitant une comptine. Le cerveau est un muscle qui peut soulever le monde. Et maintenant, les portes ressemblaient à des portes de métro, légèrement bombées, avec de grandes vitres, et toutes avec des coins arrondis. À travers ces portes, si tant est que ce fût des portes, il découvrit une multitude de visions confuses. Dans une pièce, le docteur Van Less jouait d'un énorme accordéon. On aurait dit un de ces dessinateurs dingues, avec un gobelet plein de crayons devant lui et une pancarte autour du cou qui disait « Il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Par une autre fenêtre, il voyait une fille en cafetan blanc qui volait dans les airs en hurlant, rasant les murs à toute allure, et Andy se hâta de la dépasser. Et au travers d'une autre fenêtre, il vit Charlie, et de nouveau, il fut persuadé qu'il s'agissait d'un rêve concernant des pirates, un trésor enseveli et tout le reste, car Charlie semblait parler avec un Long John Silver. L'homme avait un perroquet perché sur l'épaule et un bandeau sur un œil. Il souriait à Charlie d'un air obséquieux, faussement amical, qui rendit Andy nerveux. Comme pour confirmer cette impression, le pirate borgne entoura de son bras les épaules de Charlie et se mit à crier d'une voix rauque « On va les avoir, môme !» Andy voulut s'arrêter là et cogner à la fenêtre pour attirer l'attention de Charlie, qui regardait le pirate comme hypnotisé. Il voulait s'assurer qu'elle perçait à jour cet homme étrange, s'assurer qu'elle comprenait bien qu'il n'était pas ce qu'il paraissait être. Mais il ne pouvait s'arrêter, il y avait cette sacrée caisse ou coffre. Mais que diable était-il censé en faire? Il le saurait le moment venu. Il passa devant des douzaines d'autres pièces. Il ne parvint pas à se souvenir de tout ce qu'il voyait, puis se retrouva dans un long couloir sans porte qui s'achevait par un mur aveugle, mais pas complètement nu. Il y avait quelque chose exactement au centre, un grand rectangle d'acier comme une boîte aux lettres. Et puis il put lire ce qui était écrit dessus, en relief, et il comprit. Il y avait marqué dessus « Ordure ». Et soudain, madame Gurney se trouva près de lui, une madame Gurney mince et jolie, avec un corps harmonieux et de longues jambes, des jambes faites pour danser toute la nuit, pour danser sur une terrasse, jusqu'à ce que disparaissent les étoiles et que se lève l'aube, à l'est, comme une douce musique. On ne se serait jamais douté, pensa-t-il, que naguère elle s'habillait chez Omar, le couseur de tante. Il essaya de soulever la caisse, mais n'y parvint pas, trop lourde tout à coup. Son mal de tête empira, lui faisant l'effet du cheval noir, du cheval sans cavalier aux yeux rouges, et il réalisa, horrifié, que l'animal était libre, quelque part dans cette installation abandonnée, et que c'était lui qu'il cherchait. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. « Je vais vous aider, dit madame Gurney. Vous m'avez aidé, maintenant c'est à mon tour. Après tout, c'est vous qui êtes d'utilité publique, pas moi. »« Vous êtes si jolie, dit-il. » Sa voix paraissait très lointaine, à travers la migraine qui empirait. « J'ai l'impression qu'on vient de me libérer de prison, répondit madame Gurney. Laissez-moi vous aider. »« Oh, c'est seulement cette migraine, fit-il. »« Oui, bien sûr, mais après tout, le cerveau est un muscle, répondit la femme. Est-ce qu'elle l'aida, ou y parvint-il tout seul? Il ne s'en souvint pas. Mais il se souvint d'avoir pensé que maintenant il comprenait le rêve. C'était la poussée dont il se trouvait débarrassé. Une fois pour toutes, la poussée. Il se souvint d'avoir incliné la caisse contre la fente de la boîte marquée « Ordure », de l'avoir soulevée, se demandant ce qu'il en sortirait, cette chose qui se trouvait dans son cerveau depuis l'époque où il était étudiant. Mais ce ne fut pas la poussée qui en sortit. Il fut à la fois surpris et effrayé lorsque s'ouvrit le haut de la boîte. Il s'en écoula tout un flot de pilules bleues, ces pilules. Il eut soudain une trouille intense, une trouille à en pisser le mazout, comme disait grand-père McGee. « Non !» hurla-t-il. « Oui, répondit fermement madame Gurney, le cerveau est un muscle qui peut soulever le monde. » Puis il partagea sa manière de voir.
Il semblait que plus il versait, et plus sa tête lui faisait mal, et plus sa tête lui faisait mal, plus il faisait noir, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus de lumière, jusqu'à l'obscurité totale, l'obscurité vivante. Quelqu'un, quelque part, avait fait sauter les fusibles, et il n'y eut plus de lumière, plus de boîte, plus de rêve, seulement son mal de tête et le cheval sans cavalier, le cheval aux yeux rouges, qui arrivait en galopant. Tacadac, tacadac, tacadac. Il s'était probablement réveillé très longtemps avant de comprendre qu'il ne dormait plus. L'absence totale de lumière permettait difficilement de situer la limite. Quelques années plus tôt, il avait lu le récit d'une expérience au cours de laquelle on avait placé un certain nombre de singes dans un environnement tel qu'étaient occultés tous leurs sens. Les singes en étaient devenus fous, et il comprenait pourquoi. Il n'avait pas la moindre idée du temps qu'il avait dormi, aucune donnée concrète, sauf « Oh, mon Dieu !» Le seul fait de s'asseoir vrilla dans son crâne deux monstrueux écrous de douleur chromée. Il se cogna la tête de ses mains, la secoua, et peu à peu la douleur devint plus supportable. Aucune donnée concrète d'essence, sauf cette saleté de migraine. J'ai dû attraper un torticolis en dormant, ou je ne sais quoi, pensa-t-il. J'ai dû... Non, oh non, il connaissait ce mal de tête. Bon, c'était le genre de mal de tête provoqué par une poussée d'intensité moyenne, plus forte que celle destinée aux dames obèses et aux hommes d'affaires timides, pas tout à fait aussi forte que celle qu'il avait destinée au type de la boîte sur l'aire de repos de l'autoroute. Andy porta ses mains à son visage et il se mit à le palper du front au menton. Aucun endroit insensible, gourd. Lorsqu'il sourit, les deux coins de sa bouche se soulevèrent, comme d'habitude. Il désirait ardemment le retour de la lumière pour pouvoir examiner ses yeux dans le miroir de la salle de bain, afin de voir si ces traces de sang... La poussaient ? Poussaient. Ridicule. Poussaient qui ? Il n'y avait personne. Personne, sauf... Sa respiration se ralentit, s'arrêta dans sa gorge, puis repartit lentement. Il y avait déjà pensé, mais n'avait jamais essayé. Il pensait que ce serait comme s'il surchargeait un circuit en y faisant passer en permanence un courant d'une intensité trop élevée. Il avait eu peur d'essayer. « Ma pilule, pensa-t-il. Ma pilule est en retard et j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin, il me la faut. Ma pilule va tout arranger. » Une simple pensée, pas un besoin ardent. L'idée d'avaler une thorazine présentait toutes les caractéristiques d'un « voulez-vous me passer le beurre, s'il vous plaît ?» En fait, et à part ce sacré mal de tête, il se sentait tout à fait bien. Le fait était également qu'il avait connu des maux de tête bien pires, à l'aéroport d'Albany par exemple. En comparaison, celui-ci n'était qu'un bébé. « J'ai réussi à me pousser moi-même, pensa-t-il, surpris. Pour la première fois, il pouvait comprendre les sentiments de Charlie, car pour la première fois, il se sentait effrayé par son talent psy. Pour la première fois, il comprenait qu'il ne comprenait pas grand-chose à la nature et aux possibilités de ce don. Pourquoi était-ce parti ? Il ne savait pas. Et pourquoi était-ce revenu ? Il n'en savait rien non plus. Est-ce que cela avait un rapport avec sa peur du noir ? Sa crainte subite qu'on eût menacé Charlie ? Un souvenir fantomatique lui revint de l'homme borgne à l'air de pirate, puis l'image se dissipa et disparut. Était-ce son morne dégoût de lui-même à la pensée qu'il l'avait oublié ? Peut-être même le coup sur la tête en tombant ? Il ne savait pas, il savait seulement qu'il avait réussi à se pousser. Le cerveau est un muscle qui peut soulever le monde. Il réalisa soudain que, pendant qu'il poussait modérément des hommes d'affaires et des dames obèses, il aurait fort bien pu devenir un centre de désintoxication de drogués à lui tout seul, et il en fut saisi d'un espoir croissant qui le fit frissonner de ravissement. Il s'était endormi avec l'idée qu'un talent qui pouvait contribuer à aider cette pauvre grosse Madame Gurney ne pouvait être totalement mauvais. Que dire d'un talent qui pouvait débarrasser de leur fardeau tous les pauvres camés de la ville de New York ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Seigneur, murmura-t-il, est-ce que je me suis totalement libéré ? Il ne ressentait aucun manque. La thorazine, l'image de la pilule bleue dans la soucoupe blanche, cette pensée, manifestement, ne présentait rien que de banal. Je suis débarrassé, se dit-il. Question suivante. Le demeurerait-il ? Mais à peine s'était-il posé cette question que d'autres se présentèrent en foule. Parviendrait-il à savoir exactement ce qui arrivait à Charlie ? Il avait utilisé la poussée dans son sommeil, dans une sorte d'auto-hypnose. Pourrait-il l'utiliser sur d'autres, une fois éveillé ? Sur ce Pinchot et son sourire éternellement figé et repoussant ? Pinchot savait ce qui arrivait à Charlie. Pourrait-il le lui faire dire ? Pourrait-il même les faire sortir de là, après tout ? Existait-il un moyen d'y parvenir ? Et s'il parvenait à sortir, que se passerait-il ensuite ? Plus de cavale, pour commencer, ce n'était pas la solution. Il devait exister un endroit où aller. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit tout excité, plein d'espoir. Il commença à esquisser des bribes de plans, acceptant, rejetant, s'interrogeant. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit chez lui dans sa tête, vivant et plein de vie, capable d'action.
Et plus que tout le reste, s'il arrivait à leur faire croire ça, qu'il demeurait drogué et qu'il était toujours incapable de se servir de son don de domination mentale, il aurait peut-être une chance de faire quelque chose. Il retournait inlassablement le problème dans son esprit quand soudain la lumière revint. Dans la pièce à côté, la télé reprit son éternel « Jésus va s'occuper de votre âme et nous de votre compte en banque ». Les yeux électriques, ils recommencent à te regarder, ou ils ne vont pas tarder, n'oublie pas ça. Pendant un instant, il eut conscience de tout, des jours et des mois de subterfuge qui l'attendaient certainement s'il voulait avoir la moindre chance, et la quasi-certitude qu'on le coincerait sur un point ou un autre. Il se sentit déprimé, mais cela ne s'accompagna pas de l'urgent besoin d'une pilule, ce qui l'aida à se ressaisir. Il pensa à Charlie, ce qui l'aida davantage encore. Il se leva lentement du lit et passa dans la salle de séjour. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il à haute voix. « J'ai eu peur. Et mes médicaments. Que quelqu'un m'apporte mes médicaments. » Il s'assit en face de la télé, le visage mou, terne, lourd. Et derrière ce visage insipide, son cerveau, ce muscle qui pouvait soulever le monde, se mit à fonctionner de plus en plus vite. Tout comme Andy dans son rêve, Charlie McGee ne put jamais se souvenir de tous les détails de sa longue conversation avec John Rainbird. Seulement des grandes lignes. Jamais elle ne comprit complètement comment elle en était arrivée à raconter toute l'histoire qui l'avait amenée ici, ou à dire qu'elle se sentait si seule sans son père, ou à avouer sa terreur à l'idée qu'il puisse trouver un moyen de lui faire utiliser de nouveau ses possibilités de pyrokinésie. Certes, la panne était en partie responsable, et puis l'assurance qu'il n'écoutait pas. Et il y avait John lui-même, en partie, qui était allé si loin, qui était si pathétique avec sa peur du noir, et des souvenirs que celui-ci lui rappelait des terribles viettes. Il lui avait demandé, l'air presque apathique, pourquoi il l'avait enfermée, et elle avait commencé à parler, simplement pour lui changer les idées. Mais rapidement, elle avait dépassé ce stade. Ça avait commencé à sortir de plus en plus vite, tout ce qui était demeuré enfermé, jusqu'à ce que les mots se bousculent, tombent pêle-mêle. Une fois ou deux, elle avait pleuré, et il l'avait prise contre lui maladroitement. Il était gentil, il lui rappelait beaucoup son père. « Et s'ils découvrent que vous savez tout ça, dit-elle, ils vont probablement vous enfermer aussi. Je n'aurais pas dû le dire. »« Oh, sûr qu'ils m'enfermeraient, dit gaiement John. J'ai une autorisation D, môme. Ça me donne le droit d'ouvrir les bouteilles de Sir Johnson, et c'est à peu près tout. » Et il rit. « Ça se passera bien, si tu ne dis pas que tu me l'as dit, je crois. »« Oh, je ne dirai rien, dit Charlie ardemment. Elle s'était sentie quelque peu gênée, elle aussi, à la pensée que si John parlait, il pourrait se servir de lui comme d'un levier sur elle. « J'ai terriblement soif. Il y a de l'eau glacée dans le réfrigérateur. Vous en voulez » demanda-t-elle. « Oh, ne me laisse pas, dit-il aussitôt. »« Eh bien, allons-y ensemble, en nous tenant la main. » Il feignit de réfléchir à la question. « D'accord, dit-il. » Ensemble, ils se rendirent à la cuisine, avançant les pieds avec précaution, mains serrées. « Vaut mieux que tu ne dises rien, môme, spécialement à propos de ça. Un gros Indien costaud qui a peur du noir, ces types me foutraient dehors en riant. »« Oh, il ne rirait pas s'il savait, dit Charlie. »« Moi, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, fit-il avec un léger rire. Mais j'aimerais autant qu'il ne sache jamais. Et je remercie Dieu que tu te sois trouvé là, môme. » Elle fut si touchée que de nouveau ses yeux s'embuèrent et qu'elle dut lutter pour parvenir à se contrôler. Ils atteignirent le réfrigérateur et à tâtons elle trouva la cruche d'eau. L'eau n'était plus glacée, mais elle apaisa sa gorge. Elle se demanda de nouveau mal à l'aise combien de temps elle avait parlé et elle ne put répondre. Mais elle avait dit tout, même ce qu'elle voulait garder pour elle, comme ce qui s'était passé à la ferme des Manders. Bien sûr, les gens comme Huckstetter savaient, mais elle ne se souciait guère d'eux. Elle se souciait de John et de ce qu'il pensait d'elle. Pourtant, elle avait parlé. Il posait parfois une question qui allait droit au cœur du problème, et elle parlait, souvent avec des larmes. Et au lieu de poser d'autres questions, de tenter de la piéger, de se montrer méfiant, il s'était contenté d'accepter, calmement, avec sympathie. Il paraissait comprendre quel enfer elle avait vécu, peut-être parce que lui-même avait connu l'enfer. « Voilà de l'eau, dit-elle. »« Merci, répondit-il. » Elle l'entendit boire, puis il lui rendit la cruche. « Merci beaucoup. » Elle reposa le récipient. « On retourne dans l'autre pièce, dit-il. Je me demande s'ils rétabliront jamais la lumière. » Il était impatient de voir le courant revenir maintenant. Cela faisait plus de 7 heures, pensa-t-il. Il voulait sortir et réfléchir à tout ça, pas à ce qu'elle lui avait dit, mais à la manière de l'utiliser. « Oh, je suis sûr que ça va revenir bientôt, répondit Charlie. Et ils retournèrent avec précaution au canapé et s'assirent. « Ils ne t'ont rien dit à propos de ton vieux »
demanda John. Non, simplement qu'il allait bien, répondit-elle. Je crois que je pourrais passer le voir, dit Rainbird, comme si l'idée lui venait juste à l'esprit. Vraiment? Vous pensez que vous pourriez? Oh, je pourrais changer avec Herbie un jour, oui. Passer le voir, lui dire que tu vas bien. Bon, pas lui dire, mais lui passer un billet ou quelque chose. Mais ça ne serait pas dangereux? Si, oh, ce serait dangereux de le faire souvent, môme, mais je te dois une visite, j'irai voir comment il va. Elle lui jeta les bras autour du cou, dans l'obscurité, et l'embrassa. Rainbird l'étreignit affectueusement. À sa manière, il l'aimait, maintenant plus que jamais. Maintenant, elle lui appartenait, et pensa-t-il, il lui appartenait, pour quelque temps. Ils restèrent assis, ne parlant pas beaucoup, et Charlie s'assoupit. Puis il dit quelque chose qui la réveilla aussi brutalement et totalement qu'un verre d'eau glacée à la figure. « Eh merde, tu devrais allumer ces bons dieux de feu si tu peux le faire. » Charlie en eut le souffle coupé, choqué comme s'il l'avait soudainement frappé. « Mais je vous ai dit, répondit-elle, c'est comme si on ouvrait la cage à un animal sauvage. Je me suis promis de ne jamais recommencer. Ce soldat à l'aéroport et ces hommes dans cette ferme, je les ai tués, je les ai fait brûler. » Le visage en feu, elle se trouvait à nouveau au bord des larmes. « Ouais, mais la façon dont t'as raconté ça, c'était de la légitime défense, » dit John. « Oui, mais il n'y a pas d'excuse. »« On dirait aussi que t'as sauvé la vie de ton père. » Silence de Charlie. Mais il pouvait sentir des vagues de trouble, de confusion, de douleur émaner d'elle. Il se hâta, ne voulant pas qu'elle se souvienne qu'elle avait également failli tuer son père. « Et puis ce type, Hochstetter, je l'ai déjà vu dans le coin. J'ai vu des types comme lui pendant la guerre. Tous ces petits malins, des emmerdeurs. S'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut d'une manière, il essaiera d'une autre. C'est ce qui me fait le plus peur, avoua-t-elle à voix basse. Et en plus, voilà un type qui aurait bien besoin d'avoir chaud aux plumes. » Charlie en fut choqué, mais pouffa longtemps, à la manière dont une histoire salée la faisait parfois rire plus fort, simplement parce que c'était mal d'en raconter. Quand elle eut fini de rire, elle dit « Non, je n'allumerai pas de feu, je me le suis juré, c'est mal, je ne le ferai plus. » Cela suffisait, il était temps d'arrêter. Il avait senti, de façon purement intuitive, qu'il pouvait y aller, mais il reconnaissait que ça risquait d'être une erreur. Il était fatigué maintenant. Travailler sur la fillette s'était révélé tout aussi épuisant que de travailler sur un des coffres de Ramadan. Ce serait trop facile de continuer et de faire une boulette qu'il ne pourrait jamais effacer. « Ouais, d'accord, je crois que t'as raison, dit-il. »« Mais vraiment, vous allez voir mon papa ?»« Oh, je vais essayer, môme. »« Je suis désolé que vous ayez été coincé là avec moi, John, mais je suis contente aussi. »« Ouais, répondit-il. » Ils parlèrent de choses et d'autres, et elle posa sa tête sur le bras de Rainbird. Il sentit que de nouveau elle s'assoupissait. Il était très tard maintenant. Et quand la lumière revint, après environ 40 minutes, elle dormait profondément. La clarté sur son visage la fit remuer et lui fit tourner la tête vers l'obscurité. Pensivement, il abaissa son regard vers la fragile tige de son cou, la tendre courbe de son crâne. Tant de pouvoir dans ce petit, dans ce délicat nid d'os. Était-ce possible ? Son esprit se refusait toujours à l'admettre, mais son cœur savait que c'était vrai. Quelle expérience à la fois étrange et merveilleuse de se sentir ainsi partagé. Son cœur affirmait que c'était vrai à un point tel qu'on aurait pu le croire, une certitude peut-être à la mesure des divagations insanes de Vanless. Il la souleva, la porta à son lit et la glissa sous la couverture. Comme il lui remontait les draps jusqu'au menton, elle remua, à demi éveillée. Impulsivement, il se pencha sur elle et l'embrassa. « Bonne nuit, la môme !»« Bonne nuit, papa !» répondit-elle d'une voix épaisse, ensommeillée. Puis elle se tourna et demeura immobile. Il resta plusieurs minutes à la contempler, puis revint dans la salle de séjour. Hochstetter lui-même, tout excité, arriva environ 10 minutes plus tard. « Panne de courant, dit-il. L'orage. Ces bons dieux de serrure électronique, toutes bloquées. Et est-ce qu'elle... Oh, ça ira très bien, si seulement vous baissez votre bon dieu de voix, dit Rainbird sans hausser la sienne. Ses énormes mains jaillirent, l'empoignèrent par le revers de sa blouse blanche et le tirèrent brutalement en avant. Le visage soudain terrifié de Hochstetter se retrouva à moins de 2 centimètres de celui de Rainbird. « Et si vous montrez encore ici que vous m'avez déjà vu, si vous vous comportez à mon égard comme si j'étais autre chose qu'un simple factotum de classe D, je vous jure, je vous découpe en morceaux, et je vous fais cuire et je vous transforme en pâté pour chat. » Hochstetter, impuissant, se mit à bafouiller, la bave au coin des lèvres. « C'est compris, je vous tue !» Par 2 fois, il secoua Hochstetter. Oui, j'ai compris !»
Bon, alors on se tire d'ici, dit Rainbird en projetant dans le couloir un Hochstetter tout pâle et aux yeux exorbités. Rainbird jeta un dernier coup d'œil aux alentours, fit sortir son chariot et ferma derrière lui la porte automatique. Dans la chambre, Charlie dormait, plus paisiblement que cela ne lui était arrivé depuis des mois, des années peut-être.